Chers amis, chers camarades, je vais vous demander, s'il vous plaît, un peu d'attention et d'écoute. Notre débat intitulé « Notre agriculture et notre alimentation en danger demain » avec André Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale, et Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, responsable LREM sur les questions agricoles, va débuter. Je vais peut-être regarder à augmenter un peu le son parce que je ne suis pas sûr que vous m'entendez bien. Et on va essayer d'aller voir avec le stand à côté pour aussi avoir un peu de décibels qui baissent. Je vous propose aussi qu'au niveau du bar, on soit aussi bien à l'écoute du débat, parce que c'est un moment un peu privilégié qu'on a. Un débat d'un format de 1h, 1h30, qui va nous emmener jusqu'à midi, et où, au terme de ce débat aussi, on pourra continuer l'échange, partager un moment convivial. Je passe tout de suite la parole à Julien Brugeron, qui est président des élus communistes et républicains dans le Puy-de-Dôme, et qui va animer ce débat en compagnie donc de Jean-Baptiste Moreau et André Chassaigne. Je vais remercier déjà tous les trois de s'être prêtés à l'exercice. Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Comme chaque année sur le stand des Trois Bougnats, on a un moment politique effectivement de débat, et ça devient un petit peu une habitude sur notre stand. On aime bien avoir un débat contradictoire. L'année dernière, on avait parlé des services publics avec aussi un député de la majorité, c'était Richard Ramos à ce moment-là. Et cette année, donc, on a fait le choix de parler de l'agriculture et de l'alimentation. Ça a été une thématique qui a été au cœur de l'actualité cet été, avec notamment le vote de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et à ce titre, nos deux intervenants du jour ont été au cœur de cette question. Je vais les présenter. Jean-Baptiste Moreau, qui est député de la Creuse, qui est aussi éleveur et qui est responsable des questions agricoles pour le groupe En Marche à l'Assemblée nationale, LREM, et qui a été aussi rapporteur de la loi sur l'alimentation et l'agriculture, la loi Egalim en 2018 à l'Assemblée nationale, et qui est donc très au fait des questions agricoles. Le second, c'est André Chassaigne, beaucoup le connaissent, qui est président du groupe communiste à l'Assemblée nationale et qui est aussi très pointu sur les questions agricoles. Donc je le disais, effectivement, je vais pas faire très long pour qu'ils puissent avoir la parole l'un après l'autre pour présenter un petit peu leur vision sur la question des accords de libre-échange, et puis après qu'on ait un échange avec la salle le plus long possible, questions-réponses, de façon à ce que ça soit le plus dynamique possible. Simplement, effectivement, ça a été une question qui a été au cœur de l'actualité avec le vote, la ratification du CETA à l'Assemblée nationale au mois de juillet. Il y a tout le débat aussi sur d'autres accords de libre-échange qui sont en train d'être finalisés et qui sont en cours de ratification. Vous avez sans doute entendu parler aussi de l'accord sur le Mercosur. Juste quelques éléments sur ces accords de libre-échange. Ce ne sont pas des ovnis, ces accords. Ils ne datent pas d'hier, ils ne sont pas arrivés sur le bureau de l'Assemblée nationale comme ça un beau matin de juillet. Mais ces accords-là sont négociés par la Commission européenne, puisque les États ont transféré à la Commission européenne la charge de négocier ces accords bilatéraux entre l'Union européenne et des États ou des groupes d'États. Il faut savoir qu'il y a 8 accords qui sont en cours de ratification entre l'Union européenne et d'autres États. Donc le CETA et le Mercosur dont on parle beaucoup ne sont pas les seuls. Ces négociations, elles durent longtemps, puisque le CETA, mais peut-être qu'ils vont y revenir, est en germe depuis 10 ans. Depuis 2009, la Commission négocie avec le Canada cet accord de libre-échange qui a été ratifié par l'Assemblée nationale, qui doit passer au Sénat prochainement.
Et donc, ça fait partie des politiques de l'Union européenne, ces politiques d'ouverture des échanges et de libéralisation des échanges avec ce qu'on appelle donc les accords de libre-échange qui sont très nombreux. Je ne veux pas monopoliser la parole, juste pour commencer peut-être, on a deux députés qui sur le CETA, l'un s'est prononcé pour, l'autre s'est prononcé contre, et le cœur du débat, ça a été la place de l'agriculture dans le CETA, mais dans les autres accords de libre-échange, qui est considéré, ce secteur agricole, ce secteur de l'alimentation, comme un secteur qui sert souvent de variable d'ajustement, en tout cas c'est ce que beaucoup ont pensé, au profit d'autres intérêts. Alors justement, je voulais ouvrir là-dessus, peut-être avec Jean-Baptiste Moreau. Pourquoi se prononcer pour ce genre d'accord alors qu'ils sont très critiqués, notamment sur le volet agricole et alimentaire? Merci, et puis merci à vous de l'invitation, merci à André Chassaigne de l'invitation. Alors, on n'est certes pas du même mouvement politique, on a des désaccords parfois profonds, mais ça n'empêche pas le respect, et avec André depuis le début, je pense quasiment depuis le premier jour, on a un profond respect. Voilà, on est deux députés issus de la ruralité, on est deux députés ancrés sur nos territoires, pas loin l'un de l'autre. Pour compléter un peu la présentation rapidement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis ingénieur des techniques agricoles, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque encore, de Clermont-Ferrand, donc je connais quand même relativement bien l'Auvergne. J'ai des amis encore nombreux éleveurs en Auvergne. Et j'ai été aussi président d'une coopérative et président d'une coopérative qui s'appelle Selmar, qui travaille sur la Creuse, la Haute-Vienne, la Vienne et l'Indre. Et puis j'ai été aussi président d'un abattoir à Montmorillon dans la Vienne. Donc voilà pour compléter un peu la présentation. Sur les accords de libre-échange, alors pour moi ils sont même assez mal intitulés, puisque le libre-échange il existe même en dehors de ces accords. Il n'y a pas besoin de tels accords pour avoir du libre-échange. Je veux dire, la viande d'Amérique du Sud, elle arrive déjà en Europe, autour de 200-250 000 tonnes, à droite douane certes de 20%, mais elle arrive déjà. Le libre-échange il est déjà présent de toute façon, qu'on le veuille ou non, il est déjà présent. Ces accords, pour moi, au contraire, doivent servir notamment à réguler ce libre-échange. Parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que l'agriculture est systématiquement une variable d'ajustement. Tous les accords ne se valent pas. Il y a des bons accords, il y a des mauvais accords. Depuis le début, j'ai été favorable au CETA, j'expliquerai pourquoi. Par contre, j'ai, depuis le début et dès le lendemain de l'annonce par la Commission européenne de la signature du Mercosur, été défavorable au Mercosur, quand bien même le président de la République, Emmanuel Macron, disait que c'était un bon accord. Je me suis toujours battu en expliquant qu'un accord avec le Mercosur, alors Mercosur, pour donner le nom spécialiste, c'est 4 pays. C'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Donc un accord avec le Mercosur qui comprendrait un volet agricole serait forcément un mauvais accord. Je vais expliquer pourquoi c'est différent entre l'accord du Mercosur et l'accord du CETA. Le CETA, c'est un seul pays, le Mercosur, c'est 4. Le CETA est un pays où il y a une traçabilité. Alors on peut toujours reprocher, on peut toujours trouver qu'elle n'est pas suffisante, une traçabilité et des contrôles sanitaires, ce qui n'est absolument pas le cas au Mercosur et notamment au Brésil. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement européen qui a fait en octobre 2018 une enquête qui a révélé qu'il n'y avait effectivement aucune traçabilité sur les produits agricoles au Brésil et qu'on ne pouvait absolument pas avoir confiance dans la qualité de ce qui était produit là-bas. Donc, ce qui est complètement différent du Canada. J'ai rencontré les autorités sanitaires canadiennes avant de prendre ma décision et de dire si j'étais pour ou si j'étais contre. Je leur ai demandé exactement comment ça se passait. On se rend compte que les contrôles existent, alors ils peuvent sans doute être améliorés. Il y a un certain nombre de clauses qu'il faut certainement vérifier et que nous, au niveau de l'Union européenne, on soit en capacité de vérifier. On en reparlera aussi de ça, je pense, un peu plus tard. Mais le CETA régule, au contraire, le libre-échange. Et l'agriculture française, elle a besoin d'exporter. Elle a besoin d'exporter parce que, déjà, pour être purement trivial, au niveau de la viande bovine, le secteur que je connais le mieux, c'est pas André Chassaigne, député Puydôme, que j'ai expliqué qu'on exporte déjà notamment une grande partie de nos mâles, puisque les mâles ne sont pas consommés en France, que ce soit sous forme de broutards qui partent se faire engraisser sur l'Italie, les broutards de Rochefort-Montagne notamment, entre autres, et de la région, ou les taurillons qu'on envoie soit en vif, soit en carcasse, aussi sur l'Italie. Or, aujourd'hui, donc effectivement, l'Italie est un partenaire traditionnel de l'agriculture française. On a besoin pour valoriser la viande de nos mâles. Or, il s'avère aujourd'hui que l'Italie est en chute drastique de consommation de viande,
qu'il y a une demande du consommateur italien sur du lait élevé abattu en Italie, et que donc il va falloir trouver d'autres débouchés pour notre viande de mâle notamment. Et alors moi, en tant que président de COP à l'époque, on avait déjà investi depuis de nombreuses années aux Pays-Bas notamment, et donc on exportait déjà du taurillon aux Pays-Bas, mais il va falloir trouver d'autres débouchés et d'autres marchés. Et si on est protectionniste, c'est-à-dire si on ne signe aucun accord avec aucun pays, avec aucune entité, le risque c'est de voir toutes les barrières, tous les pays mettre des barrières à l'entrée par rapport à nos produits et production à nous qui ont besoin de s'exporter, puisque, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le mâle, on peut toujours dire on va faire du bœuf, on va faire des choses comme ça. Le bœuf, déjà les cycles de production sont plus longs. C'est souvent un élevage à l'herbe. Alors je ne vais pas expliquer, vous venez d'Auvergne, je pense que c'est pas bien mieux que dans le Limousin. 2 années comme on vient de passer, engraisser des animaux à l'herbe, il faut être bon parce qu'il n'y a plus d'herbe, ça fait longtemps. Donc voilà, il y a des enjeux qui font que l'agriculture française elle a besoin d'échanges internationaux. Qu'on le veuille ou non, elle a besoin d'échanges internationaux. Alors j'ai parlé que du secteur de la viande, mais le secteur du lait c'est la même chose, les céréales c'est aussi la même chose, céréales il y a de la coke. Alors qu'il faille sortir d'un certain modèle, on va dire de monoproduction tel qu'il peut y avoir dans certaines régions, monoproduction de maïs, monoproduction de céréales, oui, il faille revenir un peu aux fondamentaux de l'agronomie où on avait davantage de polyculture élevage, où on avait davantage d'équilibre, oui certainement aussi, mais ça ne se fera pas uniquement sur le territoire franco-français. Le local, le consommé local est à la mode, certes, c'est important, il faut le développer. Moi j'ai été le premier à le développer, la coopérative a racheté un abattoir, a essayé de servir en proximité les supermarchés, parce qu'on ne le faisait pas. Le seul souci, c'est que ça ne peut pas être la seule. Aujourd'hui, les lieux de consommation sont déconnectés des lieux de production, et à moins de remettre des vaches sur la pelouse des Invalides, ça continuera à être comme ça. Donc on a besoin aussi d'échanges à l'intérieur du pays. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi j'étais favorable au CETA. Aujourd'hui, le quota autorisé dans le cadre du CETA, c'est 60 000 tonnes. Aujourd'hui, l'année dernière, le Canada a exporté à peine 2% de ce quota sur l'Europe, et pour la France, ça fait 10 tonnes, c'est-à-dire à peu près 24 carcasses, les de vaches, grosso modo, qui sont arrivées sur le territoire français. Donc c'est pas ça qui va déstabiliser la production française. Par contre, on a augmenté plus de 10% nos exportations de produits laitiers, de poudre de lait, qui encombraient nos marchés, qui faisaient que le prix du lait était bloqué. Et bon, alors, les négociations commerciales qui se sont déroulées l'hiver dernier ont permis une augmentation du prix du lait. Les industriels ont négocié une augmentation du prix du lait avec la grande distribution. C'est pas redescendu sur les élevages. Ça, c'est un autre problème. C'est plus sur la loi alimentation. Là, on est un peu loin des accords internationaux. Mais le CETA a permis d'assainir le marché du lait en exportant cette poudre de lait qui était en stock un peu partout en Europe. Donc il y a des choses positives dans le CETA. Il y a des choses positives dans les accords internationaux, et tous les accords internationaux ne se valent pas, mais de toute façon, qu'il y ait des accords ou pas d'accords, les échanges se font quand même et se feront quand même dans les années qui viennent. Je ne crois pas en un monde où chaque pays se renferme sur ses frontières, et de toute façon, ça ne serait bon pour personne, ni pour les industries, mais encore moins pour l'agriculture, qui a besoin d'échanges pour vivre et pour se développer. D'autant plus qu'on est dans un contexte global dans nos pays occidentaux de diminution de la consommation de produits issus de l'élevage, notamment, que ce soit des produits laitiers ou surtout des produits de viande. Et c'est pas les actions récentes des véganes, hein, ça fait 20 ans que la consommation de viande diminue en France. Si on veut préserver notre modèle d'agriculture, notre modèle d'élevage avec des fermes à taille humaine, il faut aussi qu'on soit en capacité de garder la valeur ajoutée sur nos territoires et d'exporter cette valeur, d'exporter ces animaux de qualité, pas être en libre concurrence totale et débridé, parce qu'effectivement le modèle français est une anomalie aujourd'hui dans le modèle agricole. Alors dans ma bouche c'est positif, hein. C'est une anomalie dans le modèle agricole mondial qui est fait de fermes gigantesques de plus de 10 000 hectares avec des milliers de têtes de bétail. Je veux dire, nos tailles moyennes d'exploitation chez nous c'est 60 vaches. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et c'est un atout pour moi, c'est pas une faiblesse. Mais ça ne sera pas un atout en se renfermant sur nous-mêmes. La qualité française, elle est reconnue partout, la gastronomie française, elle est reconnue partout, notamment au Canada. Je suis en train de travailler d'ailleurs avec mon ancienne COP, où je suis encore administrateur, pour essayer de trouver un débouché justement sur le Canada pour notre viande, et ça va déboucher rapidement. Il y a des pays qui sont demandeurs, la Chine notamment. Il faut être en capacité d'exporter la qualité française pour
développer la valeur ajoutée sur nos exploitations et enfin payer dignement les produits à nos agriculteurs, ce qui n'est plus le cas depuis, hélas, des dizaines d'années. Voilà un premier tour de piste. Bon. Je voulais remercier Jean-Baptiste d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas forcément facile, je tiens à le dire, pour un député de la majorité actuelle et en plus de ça porte-parole de l'agriculture au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, rapporteur de la loi Egalim, qui a eu quelques embêtements durant l'été dernier, les télés s'en sont fait l'écho. Donc vraiment, le fait que Jean-Baptiste, que tu acceptes de venir échanger avec nous, avec moi et avec les participants, c'est une excellente chose. Et ça se passe toujours de très bonne façon, dans le respect mutuel, je voulais le dire en introduction. La deuxième chose, je pense qu'on va être aussi tous les deux amenés à travailler ensemble dans le cadre de la Commission des Affaires européennes, où on va suivre tous les deux les questions d'agriculture au niveau de la politique agricole commune, notamment sur un rapport qu'on va sans doute récupérer, qui sera sur la sécurité alimentaire, si ça se... ils vont le résoudre, sécurité sanitaire. Voilà. Voilà, c'était un peu les mots d'introduction que je voulais dire. Alors je crois qu'on a, avec Jean-Baptiste et la majorité actuelle, d'abord, une divergence qui est une divergence de fond sur la conception que l'on a des échanges internationaux. Pour nous, la conception que l'on a des échanges internationaux, ce sont des échanges qui doivent se construire sur la coopération. C'est-à-dire qui ne répondent pas à de simples intérêts économiques, que ce soit des intérêts de multinationales, par exemple dans le domaine manufacturier, de l'énergie, des mines, ou de simples intérêts économiques, y compris dans le domaine agricole, on considère en ce qui nous concerne qu'il peut y avoir effectivement des échanges entre des États, voire avec des continents, mais que ces échanges, si on les met en œuvre, doivent tenir compte de multiples données. En particulier, c'est la priorité des priorités aujourd'hui, des données environnementales sur les conséquences de ces échanges, non seulement en termes de transport, mais aussi qu'est-ce que ça peut engendrer dans le pays avec lequel on développe des échanges. On sait très bien que, par exemple, quand on, c'est pas le cas avec le CETA, c'est différent, mais on sait très bien que, par exemple, quand on développe l'importation de protéines, notamment du soja, qui sont produits dans des monocultures en Amérique du Sud, il est bien évident qu'il y a des conséquences directes sur le maintien, par exemple, de la forêt amazonienne que l'on fait brûler volontairement, ou sur le maintien de communautés villageoises qui vivent d'une agriculture qui est une agriculture diversifiée de subsistance et qui sont jetées de leur terre pour que les multinationales développent des cultures à grande échelle. Ça a des conséquences directes. En ce qui concerne le CETA, on sait bien qu'il y a au Canada des exploitations d'élevage qui ont 10 000 bêtes. Nous, on a en moyenne 60 têtes par élevage. Il est bien évident qu'il y aura des conséquences chez nous parce que la production se fait sur des bases différentes. Donc nous, pas seulement au niveau agricole, mais dans tous les domaines, on a une conception des échanges basée sur la coopération qui permettent à chacun des pays de pouvoir s'élever en quelque sorte, pouvoir répondre à ses besoins. Mais pourquoi aller chercher au Canada ou en Amérique du Sud de la viande bovine alors chez nous on a une production de viande bovine de qualité? Quel est l'intérêt de faire traverser l'Atlantique pour des viandes bovines alors qu'on en produit chez nous? Mais ça, c'est une approche complètement différente en fait de l'organisation des échanges. Je trouve que la divergence, c'est la divergence de fond. Nous, on croit à des échanges internationaux qui permettent en particulier de tirer les normes vers le haut. On aurait pu concevoir un accord de coopération avec le Canada qui permette d'avoir
Eh bien, des objectifs partagés en termes de conséquences environnementales, en termes de qualité de production, avoir des objectifs partagés au niveau, puisqu'il y a aussi derrière tout ça des exploitations minières, par exemple, sur les hydrocarbures, que la coopération tire vers le haut au lieu de tirer vers le bas. Deuxièmement, ça c'est le premier discours, enfin le premier élément de mon intervention. Le deuxième, c'est que j'ai mon ami Gérard Lepluy qui est là, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qu'il a écrit d'ailleurs. On est sur les échanges internationaux sur une conception qui est une conception du libéralisme, bien sûr, extrêmement ancienne. Gérard, dans ses ouvrages, souvent a parlé de Ricardo, des avantages comparatifs. Ça veut dire quoi? C'est ça qui est très dangereux. Je l'avais dit à l'Assemblée lors d'une intervention. On va acheter là où c'est moins cher. Que ce soit au niveau des produits agricoles, que ce soit au niveau des produits manufacturés, que ce soit au niveau de l'énergie. Donc, les avantages comparatifs, on considère que, par exemple, la France, pour pouvoir vendre ses produits manufacturés, va passer un accord avec le Canada pour pouvoir faire marcher, pour que nos multinationales puissent vendre leur production. Et en contrepartie, si on considère que la production de viande, de race à viande, hein, est moins chère au Canada, on peut considérer qu'il faut aller au Canada, parce qu'en termes d'avantages comparatifs, on a tout intérêt à acheter au moins cher, et de façon à écouler au niveau manufacturé des produits qui seraient moins chers par exemple. Et ça, on considère que c'est une conception d'un autre temps qui est complètement dépassée, qui est conservatrice, je pourrais même dire réactionnaire, conception libérale d'économistes du début du 19e siècle, et qu'aujourd'hui il faut balayer tout ça. Ça ne correspond plus aux priorités que l'on peut se donner dans le domaine des échanges, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la sécurité sanitaire, dans le domaine social, parce que ça concerne aussi tout ça, le niveau social, quand on tire vers le bas. Donc, j'estime que notre conception, nous, est une conception moderne. Que la conception que tu portes est une conception rétrograde. Et nous, on se bat, même si, tu l'as dit dans l'intervention, tu dis, il faut qu'on fasse... Nous, on se bat en considérant que les choses ne sont pas figées, qu'on peut faire évoluer le monde par rapport à ça. Parce que sinon, il y a ce cycle infernal. Il y a ce cycle infernal qui fera qu'il y aura des conséquences, des salariés le savent, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'agriculture et tout ça. Autre élément qui conforte ce que je dis, c'est que nous, on pense que l'agriculture, quoi qu'il en soit, on considère que l'agriculture devrait être sortie des accords de libre-échange. L'agriculture, les échanges concernant les produits alimentaires doivent se faire sur la base, là aussi, d'une véritable coopération. Quand ça se fait moins aujourd'hui, encore, je ne sais pas, tu le sais peut-être plus que moi, quand, par exemple, on va vendre des dizaines de milliers de tonnes de poulets standards en Afrique, en vendant des poulets standards en Afrique, on déstabilise complètement la production de poulets qu'il peut y avoir en Afrique, et des producteurs de poulets africains se trouvent sur le marché, les consommateurs trouvent sur le marché des poulets qui valent 3 fois moins cher de ce qu'ils produisaient et qui permettaient de faire vivre des communautés, qui permettaient de vivre. Donc, on voit bien qu'au niveau agricole, les conséquences sont des conséquences absolument terribles, qu'on ne peut pas donc être sur une approche qui est simplement une approche économique, en disant, voilà, nous, il faut qu'on vende notre merde, en quelque sorte, quelquefois. Enfin, faut pas dire ça à mon ami Jacques Chazalet, parce qu'il sera pas content. Surtout que c'est filmé. Hein. Mais on peut pas vendre, je veux dire, des produits standards qui sont faits dans des conditions qu'on connaît, pour déstabiliser des économies qui sont des économies dans certains pays. Je citais l'exemple de l'Afrique. Je citais tout à l'heure l'exemple de l'Amérique du Sud, par exemple. Je parle trop fort. Ouais. Citer l'exemple de l'Amérique du Sud. Il me coupe en plus, ça me déstabilise intellectuellement. Parce que moi, à mon âge, j'ai besoin intellectuellement d'être... Voilà, c'est pas toi, hein. Bon, oui, je citais l'exemple tout à l'heure de l'Amérique du Sud, c'est terrible ce qui se passe. Hein. En Amazonie, par exemple, c'est terrible en termes de conséquences. Tout simplement parce que nous, on n'a pas voulu développer des cultures de base de protéines. Moi, le soja,
Le soja, il n'y a plus de filière soja en France. L'INRA a complètement abandonné d'ailleurs tout ça. Au niveau des pois et tout ça, des légumineuses et tout ça, on n'a pas de filière à la hauteur. On n'a pas de filière à la hauteur parce qu'on préfère acheter moins cher du soja transgénique d'ailleurs qui vient d'Amérique du Sud plutôt que de produire nos propres protéines. Donc tout ça pour montrer qu'il y a une globalité dans l'approche que l'on doit avoir par rapport aux échanges. Nous, on est pour la coopération. Ensuite, ce que tu as pas dit, c'est qu'il y a quand même une évolution en ce qui concerne le libre-échange. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la première génération qui consistait à aller vers le prix le plus bas. Avantage comparatif, on va vers le prix le plus bas, on achète là où c'est le plus bas, on ne tient pas compte des conséquences sociales, économiques qu'il peut y avoir sur les territoires. Mais on est aujourd'hui dans des accords de libre-échange de deuxième génération. Or, ces accords de deuxième génération ont l'objectif de gommer en quelque sorte les écarts qu'il peut y avoir au niveau des normes. Parce que quand tu dis il y a un contrôle, il y aura un contrôle des normes, non? L'accord du CETA a mis comme seule restriction les hormones. L'OGM et les hormones. OGM aussi. OGM et les hormones. D'ailleurs c'est surprenant parce qu'on a des produits à base d'OGM, on en bouffe tous les jours et nos vaches en bouffent tous les jours. Mais bon. Donc il y a eu ça qui a été mis dans l'accord. Mais tout le reste, la production canadienne sera aux normes qui seront les normes du Canada et on ne pourra absolument pas imposer les normes qui peuvent être les normes européennes. Moi j'ai relu en détail les différents articles de l'accord. On n'aura pas de recours sur des normes qui seraient des normes canadiennes, qui sont des normes différentes de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle, il ne doit pas y avoir d'effet miroir sur les normes. Et on n'a pas le droit. Parce que si on fait ça, si l'Union européenne, ou un État de l'Union européenne, met en cause des normes qui sont des normes acceptées au Canada et qui ne sont pas acceptées de la même façon, qui ne sont pas équivalentes en quelque sorte dans l'Union européenne, on va être soumis à aller devant des tribunaux où les entreprises pourront avoir des recours devant des tribunaux. Et ces tribunaux, tels qu'ils ont été constitués, même s'il y a eu une petite évolution, on pourra y revenir encore du débat, et bien ces tribunaux, ils vont trancher en disant non. C'est remettre en cause l'accord de libre-échange, c'est remettre en cause en fait la libre circulation des marchandises. Donc il y a un risque énorme par rapport à ça. Pour ne pas être trop long, en plus de ça, il faut pas, tu citais les volumes. Tu citais les volumes qui sont les volumes d'importation, par exemple, de viande canadienne. Attention, si tu cites le volume des carcasses, c'est combien, 90 000 tonnes ou combien? 65 000 tonnes. Tu as dit, je crois que tu l'avais dit à l'Assemblée, je ne sais pas si tu l'as dit tout de suite, que ça représentait 0,5%. Tu nous dis, si tu ne l'as pas dit, tu l'aurais dit après. Tu l'as dit. Non, mais tu as dit quelque part, ça représente 0,5% de la production européenne. C'est vrai et c'est faux. Pour une raison bien simple. C'est que les carcasses qui vont venir chez nous ne seront pas des carcasses entières. Il y a un tri qui est fait entre l'avant de la carcasse qui va rester au Canada, qui va servir à faire du steak notamment, et on va recevoir la partie arrière des carcasses, la loyau, on va recevoir la loyau pour faire du rôti steak, du filet, du faux filet ou je ne sais pas quoi, et quand on regarde la part de cette partie arrière des carcasses de viande qui va venir chez nous, ça représente plus 0,5%. Les chiffres que j'ai, qui sont donnés par nos amis de la Fédération nationale bovine, ils me disent c'est 17%. Donc l'impact sera beaucoup plus fort que l'impact qui est annoncé, dans la mesure où il y a une sélection qui est faite sur la viande qui va arriver chez nous. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence très forte là-dessus. Donc là, indéniablement, au niveau agricole, je suis 100% d'accord avec tes amis de la Fédération nationale bovine, je pense qu'ils ont raison de dire
y aura des conséquences catastrophiques pour l'élevage bovin et notamment pour la race à viande. Alors quant aux produits laitiers, bon, là aussi, tu dis on va développer nos exportations. Eh bien tiens, j'aurais pu citer l'exemple tout à l'heure au Québec. Au Québec, depuis des années, ils garantissent un prix à leurs producteurs laitiers. Ils ont un prix plancher. Tous les ans au Québec, ils se réunissent et donc ils fixent un prix pour la production laitière de façon à ce que le producteur laitier puisse vivre de son travail. On a essayé de le faire en France, on nous a dit c'est pas possible avec l'Union européenne, on ne peut pas avoir prix plancher. J'avais déposé une proposition de loi là-dessus et je m'étais appuyé sur l'exemple du Québec. Je suis persuadé que l'accord de libre-échange, tel qu'il a été fixé, il va remettre en cause ce qui se passe au Québec aujourd'hui, dans la mesure, là ça sera dans le sens contraire, on aura peut-être des produits laitiers de chez nous qui vont partir au Canada, mais les garanties de revenus qu'ils avaient, eh ben, je pense que ça va être remis en cause. Il y aura donc des conséquences, y compris pour des producteurs laitiers, notamment du Québec, puisqu'ils avaient des accords particuliers. Voilà. Je suis trop long, j'arrête. Il va répondre là. Hein. Je suis plus applaudi que lui, c'est étonnant. C'est très surprenant, effectivement. Non, mais il y a des choses que je peux partager dans ce que tu as dit, il y a des choses où je suis pas du tout d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces accords, c'est aussi le moyen d'imposer des normes mieux disantes que les règles de l'OMC, parce qu'au regard des règles de l'OMC, qui s'appliquent pour tous les échanges internationaux, quels qu'ils soient aujourd'hui, on n'a même pas le droit d'interdire l'importation de viande aux hormones aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de pays qui nous ont attaqué, qui ont attaqué l'Union européenne sur le fait qu'elle interdisait, notamment les États-Unis, qu'elle interdisait l'importation de viande aux hormones, parce que les accords de l'OMC qui régulent les échanges internationaux n'autorisent pas d'interdire l'importation de viande aux hormones. C'est seulement dans ces accords bilatéraux ou multilatéraux qu'on peut poser des clauses qui sont mieux disantes que l'OMC. Alors, peut-être qu'elles vont pas assez loin, peut-être qu'il faudrait un peu aller plus loin, mais il n'y a que dans ces accords qu'on peut poser des normes supplémentaires. Dans les accords de l'OMC aujourd'hui, on ne peut pas interdire l'importation de viande aux hormones. Là, on va pouvoir le faire avec le Canada parce qu'on a cet accord. Voilà. Et sans risque de se faire prendre à contre-pied. Sur ce que tu disais par rapport aux aloyaux. Alors, c'est effectivement l'argumentaire de la FNB. Moi, j'ai travaillé dans les abattoirs. Enfin, j'étais président d'un abattoir. Je suis éleveur, donc j'étais président d'un abattoir. La loyau, c'est 25% de la carcasse. Je ne veux pas vous saouler en truc technique, mais bon, quand même. La loyau, c'est à peu près 25% d'une carcasse. Donc 75%, c'est le reste. Je voudrais qu'on me fasse le modèle économique et la reconstitution carcasse qui permet de gagner de l'argent en exportant, en vendant correctement 25% de la carcasse et en perdant de l'argent sur 75%. Parce que les 75% d'autres, il faut savoir qu'aujourd'hui, le différentiel de coût de production entre le Canada et la France, grosso modo, entre des bêtes non hormonées, hein, je parle, parce que si on compare des bêtes hormonées d'un côté et des bêtes non hormonées en Europe, le différentiel est beaucoup plus important. Mais avec des bêtes non hormonées, le différentiel de coût de production, il est 10%. Donc 10%, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Avec la logistique, le coût du transport, quand ça va arriver en Europe, les coûts de la viande vont être avoisinants. Et donc sur la loyau, ils vont gagner un tout petit peu, certes, par rapport à s'ils vendaient chez eux, ça c'est sûr, mais ça leur coûte plus cher à produire parce qu'ils sont obligés de ne pas leur monnaie. Mais seulement sur les 75% d'autres de la carcasse, elle va être en concurrence avec la viande hormonée, sur du steak haché, donc au même prix, et donc ils vont perdre tout l'argent qu'ils vont vouloir. Donc il n'y a pas de modèle économique là-dedans. Là on se fait peur avec des choses qui ne peuvent pas exister, puisque économiquement ça ne tiendra pas la route. Donc ça c'est évident. Enfin, quand on connaît un peu le fonctionnement de la filière viande, que ce soit en France ou en Europe, mais à l'international, et quand on sait ce que c'est qu'une reconstitution du prix d'une carcasse, c'est absolument impossible de vivre en ne valorisant que 25% de la loyau. D'ailleurs, ça se saurait, parce que ça voudrait dire qu'en France, on serait capable de payer beaucoup plus cher la viande, puisque la loyau, on le valorise déjà bien, et c'est les morceaux avant qu'on a du mal à valoriser. Donc voilà, ça déjà, pour moi, c'est pas réel. On se fait peur avec quelque chose qui n'arrivera pas. Les accords, ils s'appliquent déjà depuis 2 ans, hein, donc on a quand même un peu de recul sur les exportations, on sait très bien ce que ça donne. Sur le plan protéine, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Il faut qu'on arrête d'importer massivement du soja OGM d'Amérique du Sud. Il faut qu'au niveau européen, on développe un vrai plan protéine dans la future politique agricole commune. Il faut qu'il y ait un volet vraiment qui stimule la production de protéines, pas forcément de soja, et surtout pas de soja OGM d'ailleurs,
mais du colza, du pois, de la févrole, du lupin, il y a des tas de choses, et je suis d'accord avec toi, il y a eu une recherche fondamentale qui a été abandonnée sur tout l'aspect protéique depuis des années. Il faut le relancer, et il faut qu'il y ait des vraies aides au niveau. En plus, ça permettra aux céréaliers d'arrêter la monoproduction de blé ou d'orge qu'on envoie à l'exportation, et de toute façon on ne sera jamais rentable. Une ferme de 400 hectares dans la Beauce, qui paraît énorme chez nous, ne sera jamais concurrentielle sur du blé ou sur de l'orge avec une ferme ukrainienne qui va faire 10 000 hectares sur des terres très riches en matière organique et qui coûte beaucoup moins cher à produire. Sur le poulet en Afrique, ça a été beaucoup plus vrai que c'est vrai aujourd'hui. Le mécanisme européen de la restitution dans les années 80-90 a été un véritable scandale. Parce que pour le coup, ils subventionnaient à l'exportation les produits européens, et qui faisaient en sorte que ça baissait considérablement leur prix, et ils arrivaient sur les marchés africains effectivement à des prix ridicules, parce que c'était l'argent public qui servait à faire baisser le prix pour pouvoir l'exporter. Donc ça, c'était une aberration totale. Ça a été mis... Il a été mis un terme à ça à la fin des années 90, et heureusement, parce qu'effectivement, dans les pays en voie de développement, ça a eu des effets absolument désastreux sur l'agriculture de ces pays-là. C'est moins vrai aujourd'hui, puisque les coûts de production au niveau européen, du coup, sont plus importants. Par contre, il y a d'autres pays qui continuent à le faire. Hein. Les États-Unis continuent à le faire. Il y a un certain nombre de pays qui continuent à faire ce dumping, et qui a une influence non négligeable sur l'agriculture des pays en voie de développement. Voilà. Et sur le fait qu'on peut nous imposer des normes différentes des nôtres, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été négociées dans le CETA, justement par rapport au veto climatique, où aujourd'hui on est en capacité au niveau européen de mettre un veto si les normes qu'on nous impose ne sont pas conformes au changement climatique. Et voilà. Et sur la déforestation de la forêt amazonienne, évidemment que je suis d'accord avec toi, et qu'il faut arrêter évidemment d'apporter du soja européen. Une relance, et puis après on passe à la salle. Il y a quand même le sentiment, on a le sentiment d'une grande contradiction politique entre les engagements qu'avait pu tenir le président de la République au niveau européen et au niveau national sur les questions agricoles, entre une recherche de souveraineté alimentaire, voire d'autonomie alimentaire de l'Europe. Il en avait parlé notamment dans son discours de Rungis, et la réalité qui est l'ouverture de nouveaux marchés agricoles au niveau européen à la concurrence d'autres pays, notamment à travers les accords de libre-échange, même si effectivement il y a des échanges internationaux qui existent déjà. Et juste pour relancer, alors ça a été un petit peu abordé, mais sur la question de l'impact de cette ouverture sur les prix agricoles. Vous avez été rapporteur de la loi Egalim, et là aussi on a l'impression qu'il y a une grande contradiction politique entre la volonté d'essayer d'assurer des prix minimums plus élevés, couvrant les coûts de production en France et en Europe, et la réalité qui est la mise en concurrence avec des productions, vous l'avez dit tous les deux, qui ne répondent pas forcément aux mêmes normes sanitaires, aux mêmes normes environnementales. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux discours, entre d'un côté la recherche d'un modèle agricole plus qualitatif, plus respectueux de l'environnement, des normes sanitaires, et la réalité de la politique extérieure de la France et de l'Union européenne qui rentre directement en contradiction avec ces enjeux-là. En tout cas, moi je pense que c'est ce que ressentent les gens, et je pense notamment aux éleveurs, aux agriculteurs qui sont aujourd'hui très touchés par les aléas climatiques et par la question de prix de rémunération qui sont beaucoup trop bas pour couvrir leurs coûts de production. Quand ils voient ça, et quand ils voient ces contradictions politiques, je crois qu'ils sont très en colère, et ils le disent d'ailleurs. Oui, non mais je l'entends, et je partage l'inquiétude, notamment vis-à-vis du changement climatique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les filières viande, la problématique de l'importation c'est pas ça qui pèse sur les prix, c'est faux. C'est pas ça. Aujourd'hui, 75% de la viande produite en France, elle est consommée en France. 75%. Et le reste, c'est consommé effectivement à l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment les mâles, que l'on ne consomme que très peu, un peu plus qu'il y a quelques années, puisque ça a remplacé les vaches laitières dans les rayons des supermarchés, puisque le nombre de vaches laitières a considérablement décru ces dernières années. Donc le taurillon a remplacé un peu la vache laitière, mais on n'empêche qu'on n'en consomme que très peu. Donc on consomme 75%. Donc. Et sur les 25% restants, c'est 24,5% qui vient des pays européens, c'est-à-dire d'Allemagne principalement, un peu d'Irlande, un peu d'Espagne. Et la part extra-européenne, c'est 0,4-0,5%, et ça ne s'accroîtra pas
plus que ça. Aujourd'hui, c'est pas ça qui est responsable aujourd'hui des prix bas en agriculture. C'est pour ça que je me bats un peu et j'essaye d'expliquer à mes collègues éleveurs que c'est un faux combat. Ce combat contre ces accords, c'est un faux combat. Non seulement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les normes et autres, mais aussi parce que la vraie problématique de ces coûts de production, c'est qu'on n'a plus de solidarité au sein du monde agricole. Alors là, je vais peut-être un peu plus en accord avec André, mais on a une désorganisation complète. On a, grosso modo, dans le monde alimentaire, des géants au niveau des centrales d'achat, des supermarchés. On a 4 centrales d'achat pour tous les supermarchés. On a des géants de l'agroalimentaire. Alors pour la viande, c'est Bigard. Pour le lait, c'est Lactalis. Voilà, des géants, des entreprises géantes qu'on a laissé se développer à ce niveau-là. Enfin, ça a été un choix aussi pendant des années de les laisser se développer, et la profession n'a rien fait pour s'y opposer forcément. Et puis en face, on a des agriculteurs qui sont complètement désorganisés, où il n'y a aucune solidarité. Où quand vous avez un Bigard, moi j'étais président de COP, et quand une semaine vous lui dites, eh ben, les génistes cette semaine je te les mets pas parce que tu veux pas me les payer assez cher, vous le rappelez la semaine d'après, eh ben, il vous dit, eh ben, c'est pas grave, les génistes je les ai trouvés chez ton voisin. L'autre COP ou le marchand à côté me les a mises au prix que je voulais, donc bah, va te faire voir, tu t'es fait piquer le marché, tant pis pour toi. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et ça, c'est pas l'État qui va réguler ça. Il y a un moment, il faut des organisations de producteurs qui soient solides, des associations d'organisations de producteurs qui soient solides. Alors je ne rentrerai pas dans le débat COP, pas COP. J'étais président de COP, donc vous comprendrez où va ma préférence. Mais malgré tout, même si on est contre les COP, il y a moyen de s'organiser collectivement, de se fixer des prix planchers à nous-mêmes au sein de la profession en dessous desquels on ne descendra pas. Ça c'est possible, mais c'est pas à l'État de l'imposer, c'est à la profession de se l'imposer à elle-même. Sans ça, ça ne sera jamais efficace. Enfin, et je ne comprends pas. Alors je vais faire une réunion en poste là, prochainement, je vais réunir tout le monde autour de la table, les syndicats, les organisations de producteurs, pour essayer de faire comprendre que sans cette solidarité minimum, vous pourrez faire toutes les lois de la terre, on n'arrivera jamais à peser significativement face à un Bigard qui fait 60% de l'abattage en France aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vous pouvez le prendre par tous les bouts que vous voulez, on n'y arrivera pas. Il n'y a que la solidarité entre les agriculteurs et le fait qu'on se fixe nous-mêmes les règles du jeu. Et ça, c'est possible aujourd'hui, ça ne l'était pas forcément par le passé, parce que les règles européennes avec les négociations au sein d'Omnibus ont progressé, notamment au cours de l'année 2017, à l'initiative d'un député européen qui s'appelait Michel Dantin, qui n'est plus député européen et qui est maire de Chambéry. Et grâce à lui et à d'autres, il y a eu des avancées significatives sur le droit à la concurrence. On peut aujourd'hui, au sein d'une organisation de producteurs, ou au sein d'une association d'organisations de producteurs qui peut regrouper des COP, des non-COP, s'entendre sur des prix et des volumes. Donc il faut absolument, et c'est l'article 1 du titre 1 de la loi Egalim, tant que ça ne sera pas mis en place avec la contractualisation sur la base des coûts de production, on n'arrivera pas à relever, importation ou pas importation, on n'arrivera pas à relever le prix payé aux producteurs. Rapidement, parce qu'après on va passer, il ne faut pas qu'on monopolise trop le débat et que la salle puisse intervenir. Je veux revenir sur 2-3 choses. Tout d'abord, c'est vrai qu'au niveau de l'OMC, le multilatéralisme n'a pas marché. Mais c'est justement parce que le multilatéralisme n'a pas marché qu'il y a toute une série d'accords de libre-échange qui sont aujourd'hui soit actés avec la Corée du Sud, entre l'Union Européenne et d'autres États, ou groupes d'États. Il y a, avec la Corée du Sud, c'est fait. Avec le Pérou et la Colombie, c'est fait. Avec le Japon aussi, tu me dis. Et puis, il y a toute une série, Vietnam, Singapour, Équateur, Nouvelle-Zélande, Australie. On pourra en parler avec l'élevage ovin. Le Japon, qui est bouclé maintenant. Le Mercosur, qui est en cours. Le Mexique. C'est justement pour contrecarrer l'échec du multilatéralisme qu'il y a ces accords de libre-échange bilatéraux qui se font et qui permettent en définitive d'introduire les règles qui sont les règles de la libre concurrence sous l'apparence d'une organisation, d'une vertueuse en quelque sorte. Moi je n'y crois pas. Hein, voilà, ça on a cette différence-là. Moi vraiment, je n'y crois pas parce que derrière tout ça, il y a les intérêts financiers, notamment il y a les multinationales qui pèsent sur les accords de libre-échange au détriment, à mon avis, de l'agriculture. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis sur les accords, notamment sur les conséquences sur le prix, mais il faut bien comprendre, et tu le sais, que y compris le mode de consommation est en évolution. Et que
y compris au Canada, il est bien évident qu'il y a une exigence des consommateurs qui déjà depuis plusieurs années demandent à ce qu'il y ait de la production de viande sans hormones. Et que les efforts qui peuvent être faits au niveau des éleveurs canadiens pour pouvoir rentrer dans les clous et exporter chez nous, en même temps, ça accompagne au niveau de la consommation au Canada une évolution des exigences de consommation. Donc je crois qu'il y aura une véritable concurrence qui va être établie. Et ça s'appuie aussi sur la culture. Sur la culture. Eux, ils ont besoin des parties avant. Je veux dire la culture gastronomique. Hein. Donc il est bien évident que je pense que ça ne leur posera pas de problème de valoriser par l'exportation, donc la loi IO, bon et tout ça, il y aura des interventions peut-être là-dessus. Donc je ne partage pas ton optimisme sur les conséquences, sur les prix et les conséquences qu'il peut y avoir pour nos élevages. Moi je pense que nos amis de la Fédération nationale bovine, je pense qu'ils ont raison d'être inquiets. Il n'y a pas de raison en plus de ça. C'est plutôt des gens qui sont fondamentalement des libéraux. Hein. C'est pas des cocos, quoi. Hein. C'est pas des cocos. Et cette inquiétude qu'ils ont montre bien qu'il y a un risque, réel, à mon avis. Dernier point. Moi, je suis élu depuis 2002. J'ai suivi, depuis 2002, une multitude de lois agricoles. Alors, chaque ministre vient avec sa loi. Ces lois agricoles qui sont arrivées en discussion à l'Assemblée, elles avaient tous une ligne directrice. C'était considérer que les choses s'équilibrent de façon, c'est le libéralisme, hein, de façon harmonieuse. C'est le marché qui doit équilibrer les choses. Et la seule réponse qui a toujours été apportée comme une idée fixe, notamment le maire qui l'avait le plus développé, c'est considérer que l'équilibre se fera en développant, comme tu viens de le dire, l'interprofession et l'organisation producteur. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Tout ce qui a été mis en ligne par rapport à ça, ça n'a pas donné les effets. Dans certains secteurs, l'interprofession s'est beaucoup développée, l'organisation producteur s'est beaucoup développée, mais il y a chaque fois, notamment le poids de la grande distribution, qui fait que ça ne marche pas. Et le développement du libre-échange aujourd'hui, qui se développe énormément, va amplifier ces difficultés-là. Maintenant, je n'y crois pas. Et je crois, sans vouloir mettre en place des kolkhozes, ou des kibbutz, je ne sais pas, mais moi je crois qu'en termes de prix agricoles, il faut des normes, il faut que l'État soit davantage présent. C'était la divergence qu'on avait au niveau de la loi Egalim. On n'est pas encore, je suis en train de ramasser tout ce qui est, j'ai une chemise comme ça, là. Sur le résultat de la mise en application de la loi Egalim, il faut attendre l'année prochaine les conclusions de Charmain, comment on appelle ça, son organisme. Voilà, il faut attendre les conclusions de l'Observatoire des prix et des marges. Là, on pourra faire un point, mais je pourrais parier gros que la loi Egalim ne va pas donner les résultats qui sont les résultats que toi tu as annoncés, d'ailleurs il est défendu de bec et ongle à l'Assemblée, et qu'au final, comme toujours, on va retomber sur les mêmes difficultés avec des prix trop bas pour nos paysans. Moi, voilà, on va attendre de faire un constat. On n'est pas capable encore de le faire vraiment. Il y a on commence à prendre. Moi, je pense qu'il faut faire bouger, bien sûr, l'Europe par rapport à ça. C'est compliqué, je le sais bien, j'ai fait un rapport sur la politique agricole commune, mais il faut à tout prix, même s'il y a eu quelques progrès au niveau du droit de la concurrence, quelques progrès qui ont été faits, mais il faut qu'on avance vers une garantie de prix à la production. Pendant longtemps, on nous a dit, c'est pas possible. Et on continue à dire, on commence à nous dire, moi j'ai fait venir à l'Assemblée une prof de la Sorbonne qui travaille sur le droit de la concurrence, et qui était, je sais pas, non, pas l'audition, hein, qui est chez Madame Prieto, et bien, qui nous dit, c'est la même façon pour la SNCF, d'ailleurs on dit, non, on bloque tout, c'est pas possible, et bien il faut qu'on se batte pour aller au maximum de ce que l'on peut faire en termes de production des prix, et il faut qu'on fasse bouger globalement l'Union européenne, parce que les intérêts des consommateurs français, les intérêts des producteurs des autres pays d'Europe sont des intérêts convergents au final. Donc voilà, moi je pense qu'il faut plus d'administration, plus de contraintes au niveau de ce que l'on paye aux producteurs. Voilà, ça ne t'étonnera pas dans la bouche d'un communiste, bien sûr. Hein.
on passe à l'échange avec la salle. Moi, j'ai pas de notion du temps. Là. On est sur le temps long à la fête de l'UMA. Donc, Gérard Lepville, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un journaliste d'origine paysanne. L'agriculture, je connais depuis longtemps, je suis né dans une ferme. Quelques remarques. La première, c'est un rappel du discours d'Emmanuel Macron à Rungis. Il disait effectivement que les prix agricoles devaient pouvoir être fixés à partir des coûts de production. C'était dans un paragraphe de son discours. Mais, en même temps, et dans le paragraphe suivant, il disait que les producteurs devaient s'organiser de manière à être assez forts pour gagner le bras de fer avec les transformateurs et la grande distribution. Ce qui, dans la plupart des cas, n'est jamais possible. Je vais prendre 2 ou 3 exemples, mais par exemple, cette année, il a suffi que la récolte de blé au niveau mondial soit un peu supérieure à ce qu'elle était l'année dernière et surtout un petit peu supérieure à la demande solvable pour que le prix du blé il soit en baisse sensible par rapport à l'année dernière à la même époque. Autre chose, comment vous dire, la viande bovine. Moi, je pense qu'on est au début d'une crise qui va s'aggraver au fil des mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est en train de connaître la 2e année de sécheresse. Et avec cette 2e année de sécheresse, les coûts de production sont en hausse sensible et les prix n'ont pas augmenté, mais ils risquent de baisser sensiblement parce qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir toutes les vaches et tous les jeunes bovins qu'on aura dans les fermes. Et donc, là encore, ça fera les affaires des metteurs en marché, d'autant plus que les mêmes ne se gênent pas pour importer de manière à faire baisser les cours. Il faut savoir quand même que l'Union européenne est une zone de libre-échange de 28 pays avec 500 millions de consommateurs. Et en France, effectivement, on importe de la viande bovine, notamment de la vache de réforme, de Pologne, d'Irlande, d'Allemagne, voire d'ailleurs, dans le seul but de faire baisser les cours à la production. Le prix du lait, il a augmenté un petit peu par rapport à l'année dernière, mais je ne suis pas sûr que ça couvre l'augmentation des coûts de production. Donc on voit bien qu'il y a une situation extrêmement difficile, et si on ajoute à cela des accords de libre-échange avec les pays tiers, tels que le Canada et les pays du Mercosur, eh bien évidemment, ça aggrave les choses, parce que ça donne à ces pays-là des possibilités d'exportation en Europe. À propos du Mercosur, je vous signale quand même que l'accord conclu entre la Commission européenne et les pays du Mercosur date du 29 juin. Eh bien, dès le mois d'août, première conséquence de cet accord, on met le feu à l'Amazonie parce qu'on considère qu'on va avoir des marchés en Europe qui vont s'ouvrir davantage pour la viande bovine, pour la viande porcine, pour la volaille, pour le sucre, voire pour l'éthanol. Je termine en disant que j'ai un point d'accord avec Jean-Baptiste Moreau, c'est sur la question des protéines végétales. Je pense que dans la réforme à venir de la politique agricole commune, il faut absolument mettre l'accent là-dessus, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela, je dirais. La première, c'est que l'Europe importe énormément de nourriture de bétail, peut-être jusqu'à produire trop d'animaux qu'il faut exporter après, alors que la lutte contre le réchauffement climatique nous impose sans doute d'être plus autonomes en fourrage en toutes sortes, y compris les protéines végétales. Donc là-dessus, mais là, la France a intérêt à faire des propositions précises, parce que si elle ne fait pas, et même si elle en fait, c'est pas sûr que l'on gagne, parce qu'à l'origine, et je termine par ça, à l'origine, on n'a pas mis de taxes douanières sur le soja, parce qu'au début de la politique agricole commune, les États-Unis s'opposaient à ce que l'Europe fixe un prix du blé qui soit suffisamment élevé,
et ils ont accepté un compromis qui laissait les Européens fixer un prix du blé suffisamment élevé et mettre des droits de douane aux frontières, à condition que le soja, il rentre sans droits de douane dans l'Union européenne. Et cela a beaucoup perverti la politique agricole depuis. Voilà. Merci Gérard. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions et après on leur redonne la parole, ça facilitera le débat. Alors, bonjour à tous. Moi je suis Bruno, éleveur en Saône-et-Loire, éleveur de charolais depuis plusieurs générations chez nous. Et je dois faire un petit constat, ça se rapproche un peu de ce que monsieur dit. L'élevage charolais bovin-viande est en plein désarroi par les sécheresses successives. Mais ça, bon, tout le monde peut agir, mais voilà, il faut toucher le bon bouton pour essayer d'arrêter un petit peu ça. Mais ce que je voulais quand même faire remarquer aux gens de la tribune et à tous les élus, c'est qu'au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, il y a quand même un malaise. Vous parliez que la viande, ben oui, on n'est pas compétitif, ou alors c'est une fausse idée. Moi je reviendrai, j'ai été éleveur de moutons pendant 20 ans, on a arrêté le mouton, moi je suis sur Charolles, hein, le pays du charolais, mouton charolais. Le mouton était bradé par les prix, jamais les prix sont revenus. Il y a 50% de la consommation française qui vient de l'exportation. Au lieu d'encourager les Français à produire de l'agneau français, enfin de l'agneau sur le territoire, on va en chercher en Nouvelle-Zélande où c'est pas cher. Je pense qu'on va en être au même problème pour la viande bovine, et je voudrais pas quand même que ça soit bradé, tout ça, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des éleveurs français qui sont très très inquiets, hein. Il n'y a plus d'installation, donc qui va produire des bons produits, de la viande noble sur notre territoire dans quelques années? Il faut quand même savoir qu'il y a au niveau national 70% des éleveurs bovins, toutes races confondues, qui détiennent à peu près 90% du troupeau cheptel français, qui vont partir en retraite dans 7 ans. Hein. Donc c'est du court terme, 7 ans. Et avec tout ce qu'on nous annonce, le découragement, il y a de belles perspectives pour les charrues, parce que toutes les zones intermédiaires, ça se laboure, ça se met en céréales, au profit de grosses entreprises bien sûr. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que toutes les PAC qui ont été écrites jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pensé à essayer d'être autonome au niveau des protéines. Il y a une facilité d'aller acheter du soja. On regarde le CAC 40, on attend que ça baisse pour acheter du soja, hein, pour avoir des coûts de production intéressants. On a favorisé les achats. En France, on a des terres incultes. On va chercher de la paille à Tataouine-les-Bains. On n'a pas de luzerne, on n'a rien. Et moi, je suis en exploitation bio. Il y a longtemps qu'on a compris ça, qu'il faut essayer d'être autonome sur les exploitations. Et au niveau national et même européen, je pense qu'il y a un gros boulot. Il faut tout réécrire, il faut effacer, il faut tout réécrire ça. Et si on veut sortir le monde paysan de cette ornière, eh ben, il y a du boulot à faire. Voilà. Une troisième question peut-être? Et après... Oui. Non, Christian Fournier de Moulin, Le Maillet de Montagne, QC, La Palisse et autres lieux. C'est pour vous résumer ma carte de visite. Moi je ne suis pas issu du monde rural, mais ça fait 45 ans que je vis dans le monde rural. Et je me suis beaucoup intéressé, entre autres, j'ai appris beaucoup de choses. Puisque nous sommes à la fête de l'humanité, je veux le citer, quand existait encore le journal La Terre qui m'apportait énormément dans mon travail de militant communiste dans le monde rural sans être agriculteur. Moi je voudrais juste faire arriver à une question, donc je vais vous la faire très brève. Quand j'étais élève à l'école primaire dans ma bonne ville de Moulins, on avait appris qu'on produisait du maïs beaucoup dans le sud-ouest parce qu'il y avait toute l'eau qui descendait des Pyrénées, etc. Maintenant, du maïs, il y en a partout. Il y en a partout. Genre, je suis très surpris, surtout quand on est en période de sécheresse où on a eu des restrictions dans le département de l'Allier. J'ai même pas pu arroser mon petit potager de rien du tout. Et que l'autre jour, en longeant la Nationale 7 pour me rendre à Moulins, j'ai vu que le maïs était irrigué tant que ça pouvait, alors que un camarade
pas un camarade, mais un collègue du club de rugby de la Palisse, dans lequel j'ai opéré pendant un certain nombre d'années, qui était agriculteur, m'avait dit une année, oh, je pense que je vais arrêter l'élevage laitier parce que je vais me mettre au céréales, parce que le maïs irrigué est beaucoup plus rémunéré que le maïs non irrigué. Donc ma question c'est la suivante, est-ce que c'est vrai que le maïs irrigué est beaucoup plus rémunéré que le maïs non irrigué, quand en période de sécheresse, je vous dis, on voit que c'est arrosé tant que ça peut le long de la nationale 7 dans le Val d'Allier. Merci. On va s'en répondre. Oui, il y a eu beaucoup de sujets d'aborder, donc je suis pas sûr que je vais arriver à répondre à tout. Mais sur la déforestation au Brésil, hélas, Bolsonaro n'a pas attendu que le Mercosur soit signé pour déforester, puisque sa première année de mandat s'est traduit par 85% de déforestation supplémentaire par rapport à l'année précédente. Donc c'était avant la signature du Mercosur, c'est une catastrophe pour la planète, pour le Brésil d'abord, mais aussi pour la planète. Et effectivement, là je suis d'accord avec monsieur qui a pris la parole en premier, sur les protéines, il y a vraiment du boulot à faire et sur un vrai plan protéines qui stimule vraiment la production de protéines pour qu'on arrête, effectivement, parce que principalement la déforestation c'est pas tant pour mettre en place des élevages, mais que pour mettre en place du soja effectivement OGM qui est exporté à plus de 80% sur l'Europe. Et aussi sur les États-Unis, mais aussi sur l'Europe. Sur les sécheresses, d'abord sur les moutons. Sur le mouton, effectivement, on a laissé la filière mouton descendre au plus bas au niveau de la production. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, là, les temps sont un peu plus difficiles depuis 2-3 mois, mais on a passé 2-3 bonnes années en mouton parce que justement, on a réussi à créer un élevage de moutons qui a de la valeur ajoutée, où on arrive à le valoriser aujourd'hui entre 6,50 et 7 euros, enfin pas aujourd'hui, il y a quelques mois. Et moi j'avais mon vice-président de coopérative qui était président de la section ovine, parce qu'on c'était une coopérative bovine et ovine, et qui disait qu'aujourd'hui on vivait correctement en mouton. Après, le problème c'est qu'on a laissé descendre cette filière extrêmement bas, c'est-à-dire qu'on est effectivement plus du tout autonome en mouton et on est obligé pour le coup là, c'est même plus qu'on le fait, mais c'est qu'on est obligé de le faire parce qu'on n'est plus autosuffisant en mouton. Et effectivement il ne faut pas arriver dans cette situation en viande bovine, puisque si on n'est plus autonome ni en viande ovine ni en viande bovine, ça va finir par poser un problème. Bon, je ne reparlerai pas des changements d'habitude de consommation, il y a aussi ça qu'à jouer, hein, parce qu'en mouton ils s'en consomment moins qu'ils s'en consommaient par le passé. Et en viande bovine, effectivement, on est aujourd'hui pratiquement à 60% de la viande bovine qui est consommée sous forme de steak haché, ce qui change de façon radicale les besoins de la filière et qui ne va pas s'en poser de problème. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est assez technique, mais on pourra en reparler parce que ça va entraîner des bouleversements. Sur les labours de zone intermédiaire, effectivement, ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais qui dure depuis 20 ans, puisque les céréales gagnaient beaucoup plus que l'élevage, et ça, parce que la production des viande bovine, ovine, elle est en crise structurelle, ça fait, allez, moi je me suis installé en 2006. J'ai connu peut-être une bonne année, mais c'est à peu près tout. Toutes les autres années étaient des années compliquées au niveau des prix de vente. Donc elle est en crise structurelle depuis 20 ans quasiment, la viande bovine, alors que les céréales, il y a des hauts et des bas. Il y a eu quelques années basses, 2014, 2015 ont été des mauvaises années en céréales, parce que peu de rendement et peu de prix. Par contre, il y a eu des très bonnes années. Et donc du coup, forcément, entre un céréalier qui gagne de l'argent et qui, honnêtement, c'est pas du tout le même travail, c'est du travail aussi, mais c'est pas du tout aussi prenant qu'un éleveur, et donc forcément dans des zones où il y avait possibilité de labourer, alors pas à Rochefort-Montagne ni devant l'abbaye en Creuse, mais dans les zones où il y avait possibilité de labourer, effectivement on a viré des vaches, voire toutes les vaches, pour labourer. Le problème c'est qu'une fois que le capital a été parti, ces exploitations elles ont fini par bouffer la grenouille, parce que des céréales que vous produisez dans le nord de la Creuse ou que vous produisez dans la Beauce, vous ne les produisez pas au même prix. Et elles sont vendues pourtant au même prix. Donc il y a beaucoup d'exploitations qui ont mis la clé sous la porte parce qu'une fois que le capital a été mangé, une fois que l'argent des bêtes vendues a été mangé, il n'y a aucune rentabilité dans ces zones-là à faire de la monoproduction de céréales. Et ça c'est vraiment la dérive des 30 dernières années de l'agriculture, la ultra-spécialisation, la grande diminution de la polyculture élevage et l'orientation vers du tout céréal et souvent en plus du tout blé, tout orge,
sans autre production. C'est pour ça que la protéine est aussi une alternative. Sur le maïs, la question de monsieur est très intéressante sur l'adaptation au changement climatique. Effectivement, il va falloir se poser des questions sérieuses. Alors en Creuse, il n'y a pas de maïs irrigué. Mais de toute façon, il n'en faut pas. Enfin, je veux dire, du maïs irrigué en Creuse est un non-sens. Du maïs irrigué pour faire un ensilage, un pivot d'arrosage pour l'irrigation, c'est à peu près 45 000 €. Vu la topographie des exploitations creusoises avec beaucoup de petits îlots, enfin des nécessités de déplacement importants, il n'y a aucune rentabilité à irriguer du maïs sans silage. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle économique derrière, c'est une aberration. Il faut choisir d'autres variétés, il faut essayer de faire le maximum de stock au 30 juin, choisir des métailles, des mélanges de graminées et de légumineuses pour arriver à faire du stock. Le maïs a peut-être encore sa place dans certaines régions, pas partout. Le maïs dans le sud-ouest irrigué, pourquoi ça gagne plus? C'est pas tant les aides, c'est que le maïs grain, effectivement, a été significativement cher pendant des années. Il l'est encore. Donc la production, l'irrigation permet une production de maïs grain qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas d'irrigation, parce que c'est une plante qui est effectivement excessivement gourmande en eau, qui se produit dans les mois où il y a moins d'eau disponible. Donc effectivement, c'est une plante qui est assez peu résiliente face au changement climatique, à part dans certaines zones, mais dans nos zones, on va dire, d'élevage de Limousin ou d'Auvergne, effectivement, il va falloir se poser des sérieuses questions là-dessus, et qu'on arrête tout maïs, peut-être pas, mais qu'on se repose uniquement sur le maïs pour faire son fourrage de base, il va falloir effectivement qu'il y ait des changements à ce niveau-là, sinon on va dans le mur de façon assez rapide. Voilà un peu un tour d'horizon, premier tour d'horizon. Oui, moi je voulais revenir à partir des questions, peut-être pour ouvrir quelques perspectives. Donc il y a les réponses qu'on a essayé d'apporter chacun avec notre approche différente sur la conception que l'on a de l'agriculture et des échanges au niveau agricole. Mais je pense qu'en dehors de ça, et c'est fondamental, la question de la rémunération, du prix payé aux producteurs, c'est quelque chose qui doit être une priorité. Je voudrais ouvrir une autre piste, deux autres pistes. La première, je crois qu'il faut qu'on ait je dis nous, les politiques qui suivons les questions agricoles, et plus largement aussi d'ailleurs, il faut interpeller les organisations syndicales agricoles. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question, et tu l'as dit d'ailleurs là tout de suite en parlant du maïs, à partir de ton intervention, je pense qu'il faut qu'on se pose la question du choix de nos productions. On ne peut plus apporter de simples réponses en termes d'irrigation, par exemple. Ça va se poser avec les retenues collinaires, là ça monte au créneau. Chez toi, moi en Limagne par exemple, ça monte au créneau. On ne peut pas résoudre les problèmes d'eau, les problèmes d'irrigation, si on est complètement déséquilibré avec des productions qui ne sont pas adaptées à nos climats, à nos sols, qui tuent en définitive les sols et qui condamnent la biodiversité. Il faut bien qu'à un certain moment on ait le courage de dire il faut qu'on arrête par exemple de produire du maïs parce que c'est pas adapté au territoire et parce que ça coûte très cher en termes de consommation d'eau. Nous on va le faire avec Julien, et là on a pris la décision, on va organiser une réunion en circonscription au plein cœur de la Limagne. On fait ça d'ailleurs tous les ans. Il y a 120 agriculteurs qui viennent et on discute. Moi je vais leur dire aux gars de la Limagne, il y a la betterave à sucre qui est menacée aujourd'hui. Il y a 5000 hectares où on fait de la betterave à sucre. Est-ce que les 5000 hectares, si on ne fait plus de betterave à sucre, il faut faire du maïs ou je ne sais quoi, il y aura le climat, le maïs semence et tout ça, ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir notamment à d'autres productions qui seraient des productions plus adaptées à notre territoire, au climat et aux exigences qu'on peut avoir notamment au niveau d'une filière protéine. Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on pose. Et souvent, on n'a pas eu le courage de les poser, parce qu'on ne veut pas se mettre à dos les agriculteurs qui font ça. Je crois qu'il faut, là-dessus, c'est une question de devenir environnemental notamment, il faut qu'on ait le courage de dire arrêtons de produire certaines là où c'est pas adapté. Premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message, c'est qu'en dehors de la politique agricole que l'on porte, il faut aussi qu'on prenne vraiment à bras le corps en considérant que l'agriculture c'est l'alimentation.
l'alimentation, ça veut dire, c'est aussi le consommateur, c'est-à-dire le consommateur qui a son mot à dire de plus en plus. Avoir une exigence au niveau de l'étiquetage, faire en sorte qu'il faut faire monter l'idée que ce que l'on consomme, d'où ça vient. Parce qu'en fonction de l'endroit où ça vient, il y a aussi au niveau sanitaire et puis au niveau de maintien de la vie sur nos territoires. On ne s'est pas garé là-dessus. On a fait évoluer, notamment lors du mandat précédent, l'étiquetage sur la viande transformée et sur les produits laitiers. Au début, on nous disait c'est pas possible. C'était fatigue expérimentale pendant 2 ans, ça a été reconduit. Mais ça, c'était du volontarisme. C'était du volontarisme. Et on prend l'exemple de, j'ai auditionné il y a quelques mois à l'Assemblée la présidente de la Fédération nationale ovine, hein, Michel, qui doit revenir d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui est du Puy-de-Dôme. Elle me disait que le gigot de Nouvelle-Zélande, il arrive à 6 €. 6 €. C'est les conséquences non seulement d'accords de libre-échange, mais c'est aussi les conséquences d'une connerie diplomatique avec le Rainbow Warrior, où à l'époque, la France était obligée de lâcher des importations de moutons en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait eu l'attentat du Rainbow Warrior. Vous vous rendez compte? Et on renégocie aujourd'hui un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande sans revenir sur déjà tout ce qui rentre. C'est énorme, elle me dit des chiffres, c'est des chiffres énormes qui rentrent. Et résultat des courses, tu l'as dit, on a une autosuffisance de 43% seulement au niveau de la viande ovine, parce que tout simplement, on a laissé rentrer au niveau du libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, des accords que l'on a eu avec eux. Donc il y a du volontarisme. Et le mouton, c'est le gigot, je pense, Massif Central, il est à 21-22 €. Vous vous rendez compte? 6 € le gigot de Nouvelle-Zélande, 21-22 € le gigot du Massif Central. Donc on voit, c'est le prix de la carcasse, ça, en France. Voilà. 6 € c'est le prix du gigot de Nouvelle-Zélande, c'est le prix qui est payé en moyenne la carcasse à un producteur français. Alors que le gigot est beaucoup plus cher, c'est une partie de la carcasse. C'est 21-22 € à peu près. Vous voyez, donc ça veut bien dire que ces accords libre-échange, ils ont des conséquences après, effectivement, sur les prix et sur la concurrence qu'il peut y avoir. Donc, et je pense qu'il faut qu'on développe notamment, et c'est dans le cadre, je m'adresse à ceux, s'il y a des élus parmi vous, dans le cadre des programmes municipaux, des réflexions que l'on peut avoir avec des collectifs citoyens, développer les projets alimentaires de territoire, parce que si il faut qu'on développe la consommation de proximité. Ça ne résout pas tout, mais c'est très important qu'on prenne ça à bras-le-corps au niveau de nos municipalités, au niveau des citoyens, parce qu'il y a aussi des réponses à apporter, des constructions à avoir localement. On a souvent considéré, nous les communistes, que les choses allaient tous régler au niveau de la grande politique, si on peut dire. Moi, je crois de plus en plus, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve de volontarisme, qu'on travaille là-dessus, qu'on soit des acteurs d'une nouvelle consommation, de la production, de la protection des productions locales. C'est une responsabilité des communistes, c'est une responsabilité, et notamment dans ce que l'on peut faire au niveau de nos programmes qui sont en cours de discussion au niveau municipal. Bien, merci. On est obligé d'arrêter là parce que le temps passe très vite. Je sais qu'il y a des questions, mais vous pourrez peut-être les poser après. Si, on va les poser après autour du bar pour se rafraîchir. Simplement, je voulais remercier tous les participants, les intervenants, Jean-Baptiste Moreau d'avoir accepté l'invitation, et ça nous a fait plaisir, on le remercie. Et remercier aussi tous les bénévoles du stand des Tromboniens qui permettent à la fois d'avoir de bons moments et des moments politiques. Merci. Chers amis, chers camarades, quelques mots quand même pour saluer la présence des camarades de la Creuse, des camarades des GMS. Les saluer parce que leur lutte, elle est aussi emblématique d'une bataille importante pour le maintien dans nos zones rurales de l'industrie. Je crois qu'ils ont quelques mots à dire à M. Moreau sur leur situation actuelle, qui présente quand même beaucoup de soucis. Et j'en profite pour vous dire qu'on a eu de très beaux débats sur la question de l'alimentation. On peut les mettre en pratique dès maintenant avec les très bons tapas auvergnats préparés sur notre stand, Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, la très bonne charcuterie du Massif Central, les excellents fromages d'Auvergne et les lentilles du Puy anglais,
ainsi que le vin d'Auvergne Lachaud. On vous invite à vous rapprocher de la buvette du stand juste à côté qui vend ses tapas à toute heure pour un petit ou un gros creux. On vous remercie. Voilà.